It's everything we hope for. Every day. 1898. From Galway. Cat? Last word.
Un homme court dans la boue avec un fusil qu'il tient comme on serre la dernière chose capable de vous maintenir en vie. Autour de lui, la terre éclate, les corps tombent, les ordres se perdent dans le vacarme. Il s'appelle Heinrich Gerber, mais le film ne nous laisse presque pas le temps de retenir son visage. Quelques instants plus tard, il est mort. Son uniforme est retiré, jeté sur une pile, lavé, recousu, plié, puis renvoyé vers l'arrière. La guerre vient de transformer un homme en simple matériel réutilisable. Cette ouverture contient déjà toute la logique d'Al West, rien de nouveau. Edward Bergeux ne cherche pas à nous présenter un héros glorieux. Il nous montre une machine qui absorbe des garçons, récupère leurs vêtements, efface leurs noms et prépare la place pour les suivants. Avant même que Paul Bäumer n'apparaisse, son destin est inscrit dans le trajet de cet uniforme. Ce que le jeune homme prend pour le début d'une aventure a déjà servi de linceul à quelqu'un d'autre. Nous sommes en 1917. La Première Guerre mondiale dure depuis 3 ans, mais loin du front, les mots ont encore une apparence propre. Honneur, patrie, courage, victoire. Paul n'a que 17 ans. Il rejoint ses camarades Albert Kropp, Franz Müller et Ludwig Bem avec l'énergie fébrile de garçons qui craignent davantage de manquer l'événement que d'y mourir. Ils ne connaissent pas encore le poids d'un corps blessé, l'odeur d'une tranchée ou le son d'un obus qui se rapproche. Pour eux, la guerre existe sous la forme d'un discours. Devant une salle remplie de jeunes visages, un responsable scolaire transforme le massacre en cérémonie de passage. Il parle de l'empereur, de la nation, d'une génération appelée à accomplir quelque chose de grand. Ces phrases donnent aux adolescents l'impression qu'ils sont déjà regardés par l'histoire. Revenir décoré paraît presque certain. Ne pas partir ressemblerait à une honte. Cette pression est essentielle, car Paul ne signe pas uniquement par conviction. Il signe aussi pour rester avec les autres, pour ne pas être celui qui recule lorsque tout s'avance. Le film observe alors une euphorie presque douloureuse. Les garçons rient, se bousculent, répètent des gestes militaires qu'ils ne maîtrisent pas encore. Paul falsifie l'autorisation nécessaire et entre dans l'armée comme on franchit une porte interdite. Il croit gagner une identité d'homme. En réalité, il vient d'abandonner la sienne à une institution qui sait déjà comment remplacer les morts. Lorsqu'on lui remet sa tenue, Paul découvre une étiquette au nom de Heinrich Gerber. Il signale l'erreur. L'employé arrache simplement l'étiquette et explique que l'uniforme avait probablement été refusé parce qu'il était trop petit. Le mensonge est rapide, administratif, presque poli. Mais sous le bureau s'accumule une masse d'étiquettes semblables. Ce détail ne sert pas seulement à annoncer la mort. Il révèle une économie entière du front. Même les vêtements racontent que l'armée manque de tout, sauf de nouveaux garçons à habiller. Paul enfile donc la veste d'un mort sans le savoir. Son sourire persiste. C'est là que le film devient particulièrement cruel. Le spectateur comprend ce que le personnage ignore. Nous avons vu Heinrich tomber. Nous avons suivi son uniforme jusqu'à Paul. Chaque bouton porte désormais une menace silencieuse. La joie du recrutement n'est plus innocente parce que l'image précédente l'a déjà condamné. Le départ maintient pourtant l'illusion. Les recrues chantent en marchant. Les visages sont encore lisses, les uniformes encore relativement propres, et le groupe avance comme si la camaraderie suffisait à protéger chacun. Mais plus ils approchent du nord de la France, plus le monde change. Les routes se remplissent de blessés. Les chevaux, les véhicules, la boue et les colonnes d'hommes créent un mouvement sans grandeur. Rien ne ressemble aux affiches. La guerre n'est pas une ligne claire entre deux armées, c'est un immense embouteillage de fatigue, de peur et de chair abîmée. Le premier contact avec la réalité arrive sans discours explicatif. Des soldats reviennent du front dans un état que Paul et ses amis ne savent pas encore regarder. Certains sont couverts de sang, d'autres paraissent absents, comme s'ils avaient laissé une partie d'eux-mêmes derrière les lignes. Les nouvelles recrues, elles, continuent d'avancer dans la direction opposée. Cette circulation est l'une des images les plus fortes du film. Les survivants reviennent brisés pendant que les innocents prennent leur place. À proximité de la malmaison, Paul rencontre Stanislaus Kaczynski, que tout le monde appelle Kat. Kat n'a rien du héros présenté dans les discours scolaires. Il est plus âgé, plus sale, plus méfiant. Il ne promet aucune gloire. Sa valeur se mesure à des choses concrètes. Trouver de la nourriture, reconnaître un danger, savoir quand parler et quand se taire.
Là où Paul imaginait la guerre comme une épreuve de courage, Kat la comprend comme une suite de problèmes pratiques dont la mauvaise réponse tue immédiatement. Cette différence entre eux va devenir le cœur humain du récit. Paul possède encore l'enthousiasme de celui qui croit que les règles apprises à l'arrière fonctionneront au front. Kat, lui, sait que le front possède ses propres lois. Un casque n'est pas un symbole, c'est quelques millimètres de métal entre un crâne et une balle. Une ration n'est pas un repas, c'est la possibilité de tenir un jour de plus. Un camarade n'est pas seulement un ami, c'est celui qui peut vous tirer hors d'un trou avant le prochain bombardement. À peine arrivés, les garçons doivent descendre dans les tranchées. L'espace y est étroit, humide, envahi de boue. Les parois semblent prêtes à s'effondrer. Le ciel, que l'on associe normalement à la liberté, n'est plus qu'une ouverture dangereuse au-dessus de leur tête. Lever les yeux peut suffire à mourir. Sortir la tête, même une seconde, devient un acte irréfléchi. Paul et Albert montent la garde. Ils cherchent encore à se comporter comme des soldats, mais leur corps les trahit. Le froid, le bruit et l'attente les rendent nerveux. Puis un coup part. La balle frappe le casque de Paul et le projette au sol. Il n'est pas blessé, mais quelque chose vient de se casser. Jusqu'ici, la mort était une idée générale, une menace autour de lui. Maintenant, elle a touché sa tête. Elle a choisi sa direction. Kat ne le console pas comme un adulte rassurerait un enfant. Il lui apprend à survivre. Au front, la tendresse elle-même doit être utile. Il faut respirer, se relever, rester bas, continuer. Paul comprend que personne ne viendra arrêter la guerre parce qu'il a eu peur. Sa peur n'est ni exceptionnelle ni honteuse. Elle est simplement la réaction correcte d'un être humain plongé dans un endroit construit pour le détruire. La nuit tombe, mais l'obscurité n'apporte aucun repos. Les bombardements commencent. Les obus ne frappent pas comme dans les récits héroïques, où chaque explosion accompagne une action lisible. Ici, ils transforment l'espace en hasard. La terre tremble, les poutres craquent, la boue tombe du plafond. Les hommes se pressent les uns contre les autres dans un abri trop fragile. Certains prient, d'autres se figent, d'autres encore cherchent un ordre à suivre alors qu'aucun ordre ne peut contrôler ce qui arrive. Ludwig panique. Il entend chaque impact comme l'annonce du prochain. Son effondrement n'est pas présenté comme une faiblesse morale. Le film refuse cette vieille idée selon laquelle le courage consisterait à ne rien ressentir. Ludwig ressent exactement l'horreur de la situation. Son esprit comprend avant celui des autres qu'ils sont enfermés sous des tonnes de terre, tandis que des hommes invisibles calculent leur destruction à distance. Paul tente de rester avec ses camarades, mais l'abri s'effondre sous la violence du bombardement. La confusion remplace immédiatement toute notion de formation militaire. Il n'y a plus de classe, plus de discours, plus de chansons. Il n'y a que des garçons qui suffoquent dans la poussière et appellent à l'aide. Paul est enseveli, puis dégagé. Lorsqu'il reprend conscience, le monde dans lequel il s'était engagé n'existe déjà plus. Au matin, la lumière ne révèle aucune victoire. Elle montre les dégâts. Ludwig est mort. Le garçon qui, quelques heures plus tôt, marchait encore avec ses amis vers une aventure imaginée, devient le premier vide dans leur groupe. Sa disparition arrive si vite qu'elle semble presque administrativement normale. Aucun grand hommage, aucune musique triomphale, aucune dernière phrase parfaite. Seulement un corps et des survivants obligés d'accepter que la guerre continue. C'est à cet instant que Paul cesse réellement d'être une recrue enthousiaste. Il n'est pas encore le soldat épuisé que nous verrons plus tard, mais le passage a commencé. La propagande lui promettait une transformation glorieuse. La guerre lui offre une transformation par soustraction. Elle retire l'innocence, le sommeil, la certitude, puis les amis. La première nuit suffit donc à détruire tout ce que le discours de l'école avait construit. Les mots d'honneur ne protègent pas Ludwig. L'uniforme ne distingue pas Paul de Heinrich. Le groupe d'amis ne peut pas empêcher un obus de choisir l'un d'eux. Et Kat, avec son expérience, sait déjà ce que Paul vient seulement de découvrir. Au front, survivre n'est jamais une preuve que l'on mérite davantage de vivre. C'est souvent le résultat provisoire d'un hasard. Mais le film ne va pas s'arrêter à ce premier choc. Il va faire quelque chose de plus terrible encore. Laisser Paul assez longtemps dans cette machine pour que l'horreur devienne son quotidien. 18 mois vont passer. Le garçon qui souriait en recevant l'uniforme d'un mort apprendra à voler pour manger,
à reconnaître les sons du danger et à regarder tomber ses camarades sans avoir le luxe de s'effondrer avec eux. Pendant ce temps, loin de la boue, d'autres hommes commenceront à parler de paix autour de tables propres. Entre ces deux mondes, celui qui décide et celui qui saigne, le film va construire sa véritable accusation. 18 mois ont passé. Le garçon qui arrivait au front avec des joues encore pleines et un regard curieux semble avoir disparu sans qu'aucune cérémonie marque sa fin. À sa place, un soldat est assis à l'arrière d'un camion de munitions. Son visage est plus creusé, ses mouvements plus économes, ses yeux plus durs. Paul Bäumer n'a pas gagné cette assurance que promettaient les discours patriotiques. Il a simplement appris à ne plus gaspiller son énergie contre une réalité qu'il ne peut pas changer. Nous sommes désormais en novembre 1918. La guerre approche de son terme, mais les hommes qui vivent au ras de la terre ne reçoivent pas encore cette information comme une délivrance. Pour eux, une guerre qui finit bientôt peut toujours tuer aujourd'hui. Une balle ne ralentit pas parce que les diplomates préparent leur dossier. Un obus ne demande pas si l'histoire est sur le point de tourner la page. Paul continue donc d'agir selon la seule horloge qui compte au front. Trouver à manger, dormir quand c'est possible et rester vivant jusqu'au soir. À ses côtés, Kat est devenu bien davantage qu'un camarade expérimenté. Il est le lien de Paul avec une forme de stabilité. Kat sait lire le paysage, repérer une occasion, reconnaître l'endroit où l'on peut obtenir quelque chose sans attendre la permission d'une armée incapable de nourrir correctement ses hommes. Lorsqu'ils quittent le camion près d'une ferme, leur objectif n'a rien de militaire. Ils veulent voler une oie. L'idée pourrait presque appartenir à une comédie. 2 soldats affamés, un mur à franchir, une basse-cour, un fermier en colère. Mais le contexte transforme cette petite aventure en scène essentielle. Après 18 mois de carnage, la nourriture est devenue un trésor plus concret que n'importe quelle médaille. Kat demande en substance si l'animal mérite que l'on risque sa peau. Paul répond avec l'évidence d'un homme qui connaît la faim. Lorsqu'on n'a rien mangé, presque tout peut sembler en valoir la peine. Kat passe le mur pendant que Paul reste en retrait. Le silence ne dure pas. Une oie crie, un chien aboie, une porte claque, puis un coup de feu éclate. Kat ressort en courant avec l'animal dans les bras, poursuivi par le fermier. Paul part avec lui, et les 2 hommes se lancent l'oie comme si la campagne française était soudain devenue un terrain de jeu. Il rit en fuyant les balles. Ce rire ne signifie pas que la guerre s'est adoucie. Il montre plutôt ce que les soldats doivent arracher au désastre pour ne pas devenir entièrement vides. Pendant quelques secondes, Paul n'est plus un numéro dans une offensive. Kat n'est plus le vétéran chargé de prévoir la prochaine catastrophe. Ils sont 2 amis qui ont réussi un mauvais coup. Leur joie est brève, physique, presque enfantine, et c'est justement pour cela qu'elle compte. La guerre a pris leur ancienne vie. Eux récupèrent clandestinement quelques minutes d'existence. Dans un abri derrière les lignes, l'oie rôtit pendant que les autres arrivent, attirés par l'odeur. Albert Kropp, Franz Müller et Tchaden retrouvent Paul et Kat autour du poêle. La viande est partagée, le jus récupéré jusqu'à la dernière goutte, les biscuits trop durs sont trempés dans la graisse. Les hommes plaisantent avec une gourmandise presque indécente, comme s'ils participaient à un banquet royal. En réalité, ils sont sales, épuisés, vêtus d'uniformes usés et assis sur des caisses. Pourtant, à cet instant, ils se sentent riches. Le film ne présente pas ce repas comme une parenthèse décorative. Il nous montre la communauté que les soldats ont construite parce que tout le reste s'est effondré. Chacun sait qu'un bombardement peut interrompre le repas et le grondement de l'artillerie n'est jamais très loin, mais personne ne lâche son assiette. La proximité de la mort ne rend pas la nourriture moins précieuse, elle la rend sacrée. Kat occupe naturellement le centre de ce cercle. Il trouve l'oie, la prépare et distribue les morceaux. Son autorité ne repose ni sur un grade ni sur un uniforme plus propre. Elle vient de sa capacité à prendre soin du groupe. Dans ce monde, celui qui sait nourrir les autres détient une forme de pouvoir plus respectable que celui qui sait prononcer un ordre. Kat ne promet pas de victoire. Il offre une portion chaude, un conseil pratique et la certitude que, tant qu'il est là, quelqu'un regarde encore ce qui arrive à Paul. Le contraste avec le début du film est immense. À l'école, les garçons rêvaient d'être remarqués par la nation. Maintenant, leur bonheur consiste à manger à l'abri des regards. Ils ne parlent plus de conquérir Paris.
Kat plaisante même sur la lenteur dérisoire de l'avancée allemande qui demanderait des générations pour traverser le pays. L'ironie a remplacé la propagande. Ces hommes savent que le front n'a presque pas bougé, malgré les montagnes de morts accumulées pour quelques kilomètres. La vie derrière les lignes conserve parfois une apparence ordinaire. Les soldats épluchent des pommes de terre, racontent des histoires, observent le ciel et essaient d'imaginer ce qu'ils feront après la guerre. Mais cette normalité est fragile. Les avions se battent au-dessus d'eux. Les explosions sont assez proches pour faire vibrer les murs. Le danger n'a pas besoin d'entrer dans chaque conversation, car il est déjà présent dans le décor comme un mauvais temps qui ne se lève jamais. Un groupe de jeunes Françaises passe non loin du camp. Les soldats tentent maladroitement d'attirer leur attention avec les quelques mots français qu'ils connaissent. L'échange est ridicule, tendre et triste à la fois. Franz, plus audacieux, finit par suivre les femmes et disparaît pour la nuit. Les autres restent sur place, condamnés à imaginer ce que leur camarade est en train de vivre. À son retour, Franz porte un foulard qui garde le parfum d'une femme appelée Héloïse. L'objet circule entre les couchettes. Paul, Albert et Jaden le respirent comme s'il ouvrait une fenêtre vers une planète lointaine. Ils ne sont pas uniquement fascinés par le désir. Le parfum rappelle des corps qui ne sentent ni la boue, ni la poudre, ni la peur. Il évoque des draps propres, une peau chaude, une chambre fermée au vacarme. Pendant quelques instants, un morceau de tissu suffit à reconstruire le monde civil. Cette scène révèle à quel point les soldats se sont éloignés de leur propre jeunesse. Ils n'ont pourtant que quelques années de plus que les élèves enthousiastes du début. Mais leurs rêves ont rétréci. Ils ne demandent plus une grande destinée. Ils voudraient manger correctement, toucher quelqu'un sans violence et dormir sans être réveillés par un bombardement. La guerre ne les a pas fait grandir au sens noble. Elle a remplacé leurs ambitions par des besoins élémentaires. Kat reçoit également une lettre de sa femme. Comme il lit difficilement, Paul la lui lit à voix haute. Ce geste est devenu une habitude entre eux, une intimité qui ne se déclare jamais mais qui se prouve. La lettre parle de nourriture envoyée, d'argent à économiser, de la possibilité de trouver un moyen de rentrer et surtout de l'enfant que Kat a perdu. Sa femme prévoit de se rendre sur la tombe de leur fils. Paul s'interrompt. Il ne connaissait pas cette blessure. Kat, qui paraît toujours savoir quoi faire, porte donc une absence contre laquelle aucune ruse ne peut servir. Soudain, son attachement à Paul prend une autre profondeur. Le jeune soldat n'est pas un remplacement conscient de son fils, mais il réveille en Kat un instinct de protection que la guerre aurait pu étouffer. Quant à Paul, il trouve auprès de cet homme plus âgé une présence que ses camarades de son âge ne peuvent pas offrir. La lettre pose alors la question que tous évitent. Que se passera-t-il après ? Kat ne sait plus s'il pourra retrouver son ancienne existence. Il imagine les gens de l'arrière, posant des questions maladroites sur les combats, curieux d'entendre des récits que personne ne devrait avoir à raconter. Comment reprendre une place dans une maison lorsque l'on a appris à dormir parmi les explosions ? Comment expliquer le front à ceux qui ont continué de vivre selon des règles normales ? Kat se demande même si la vie avec Paul, Jaden, Kropp et Müller autour d'un feu ne lui manquera pas davantage que son foyer. Cette pensée est terrible parce qu'elle ne célèbre pas la guerre. Elle reconnaît que l'épreuve a créé entre ces hommes une dépendance absolue. Ils ont partagé ce que les autres ne pourront jamais comprendre. Rentrer signifierait peut-être perdre la seule communauté dans laquelle leur comportement, leur silence et leur peur ont encore un sens. Pendant que Paul et Kat contemplent cet avenir incertain, un autre monde se met en mouvement. Une colonne de voitures traverse les routes détruites sous un drapeau blanc. À l'intérieur se trouve Matthias Erzberger, membre de la délégation allemande chargée de demander un armistice. Sa route passe devant des bâtiments éventrés, des cratères et des rangées de cercueils. Le film relie ainsi la paix à ce qu'elle arrive trop tard pour réparer. Erzberger regarde les morts. Le général Friedrichs, qui l'accompagne, semble davantage préoccupé par l'autorité de l'armée et par l'humiliation de devoir laisser des civils négocier. La fracture devient visible. Pour Erzberger, chaque heure supplémentaire signifie d'autres corps. Pour Friedrichs, la fin de la guerre menace une conception de l'honneur dans laquelle l'armée ne doit jamais reconnaître sa défaite. Les soldats aperçoivent le convoi sans savoir exactement ce qu'il représente. Une voiture passe,
Des hommes importants se dirigent vers une table où l'on tentera de décider du silence des armes. Paul, Kat et leurs amis restent de l'autre côté de cette décision. Ils peuvent mourir avant d'apprendre qu'elle existe. Puis un ordre arrive. Des recrues ont disparu et il faut partir à leur recherche. La paix avance sur une route sous drapeau blanc. Paul retourne vers les traces laissées par la guerre. Entre les deux, il ne reste encore aucune garantie. Paul et Kat quittent la chaleur relative du camp pour chercher les recrues disparues. Le paysage ne leur donne aucun indice spectaculaire. Pas de fusillade, pas de cris, pas de mouvement ennemi. Seulement une campagne silencieuse, traversée par les cicatrices de la guerre. Cette absence de bruit pourrait ressembler à une accalmie. Pour des soldats expérimentés, elle provoque plutôt une inquiétude immédiate. Lorsque des dizaines d'hommes disparaissent sans laisser de traces, le silence n'est jamais vide. Paul avance parmi les arbres et les bâtiments abandonnés. Il appelle, observe le sol, cherche les marques d'un passage. Les recrues qu'ils doivent retrouver sont encore plus jeunes que lui ne l'était à son arrivée. Elles portent certainement les mêmes illusions, la même peur qu'elles tentent de cacher et les mêmes uniformes trop neufs. Paul n'a que 18 ans, mais le front a déjà créé une distance immense entre lui et ceux qui viennent d'arriver. Kat finit par repérer une construction fermée. Lorsqu'ils entrent, aucun homme ne répond. Les corps sont pourtant là, entassés dans l'obscurité. Les recrues ne sont pas mortes en chargeant une position ennemie. Elles ne sont pas tombées au terme d'un combat héroïque. Elles ont été victimes d'une attaque au gaz, puis ont retiré leur masque trop tôt. Ce détail résume la cruauté du front. Quelques minutes d'inexpérience ont suffi. Les jeunes soldats ont probablement cru que le danger était passé. Ils ont voulu respirer plus librement, ont soulevé leur protection et ont inspiré un air encore empoisonné. La guerre ne leur a même pas accordé le temps d'apprendre de leur erreur. Kat reconnaît immédiatement ce qui s'est produit. Il ne s'indigne pas avec de grandes phrases. Son visage révèle une fatigue plus profonde que la colère. Il a déjà vu trop de morts causées par la confusion, la panique ou un mauvais calcul. Paul, lui, contemple ces corps comme une version accélérée de son propre parcours. 18 mois plus tôt, il aurait pu être parmi eux. La scène répond directement à celle de l'enrôlement. Dans la salle de classe, les adolescents formaient un groupe enthousiaste, convaincus que leur jeunesse possédait une valeur historique. Dans ce bâtiment, les nouvelles recrues forment une masse silencieuse. Leurs différences ne comptent déjà plus. Leurs projets, leurs familles et leurs noms disparaîtront bientôt derrière un chiffre transmis au commandement. Paul récupère les plaques d'identité. Le geste est devenu mécanique. Il faut compter les morts, établir une liste, fermer les dossiers. Au commencement du film, un uniforme passait d'un cadavre à une nouvelle recrue. Maintenant, Paul participe lui-même au travail administratif qui suit la disparition des hommes. Il ne crée pas cette machine, mais il a appris à fonctionner à l'intérieur. Le contraste devient encore plus brutal lorsque le récit rejoint la délégation allemande. Matthias Erzberger et ses collègues arrivent dans la forêt de Compiègne pour rencontrer les représentants alliés. Les soldats vivent dans des trous. Les négociateurs entrent dans un wagon. Le front est fait de boue, de sang et de bruit. Ici, les décisions se présentent sous la forme de documents, de cartes et de conversations mesurées. Erzberger ne vient pas négocier depuis une position de force. L'armée allemande recule, la population souffre, les ressources s'épuisent et le pouvoir politique se fracture. L'idée d'une victoire n'est plus crédible. Pourtant, reconnaître cette réalité reste insupportable pour certains officiers. La paix peut sauver des vies, mais elle oblige également les dirigeants militaires à regarder ce qu'ils ont perdu. Dans le wagon, le maréchal Ferdinand Foch reçoit la délégation sans chaleur. Il ne voit aucune raison d'offrir aux Allemands une sortie honorable. Après des années de destruction, les Alliés imposent leurs conditions. Erzberger espérait peut-être une discussion. Il découvre un ultimatum. L'Allemagne dispose de 72 heures pour accepter. Le délai paraît court dans une salle de négociation. Sur le front, il représente une éternité. 72 heures permettent de lancer plusieurs offensives, d'épuiser des milliers d'obus et d'ajouter d'innombrables noms aux listes de morts. Le film installe alors une tension différente de celle d'une bataille. Nous savons que la fin est proche, ce qui rend chaque perte plus absurde. Erzberger demande l'arrêt immédiat des combats pendant les négociations.
Sa demande possède une logique humaine évidente. Pourquoi continuer à tuer lorsque chacun sait que l'accord est inévitable? Foch refuse. La pression militaire doit rester entière. Pour contraindre l'Allemagne à signer, les armes continueront de parler. Cette décision ne transforme pas Foch en seul responsable du massacre. Elle révèle plutôt la logique générale d'un conflit où chaque camp traite les vies comme des instruments de négociation. Les soldats allemands doivent continuer à tenir pour que leur gouvernement ne paraisse pas totalement vaincu. Les forces françaises poursuivent leurs attaques pour renforcer leurs conditions. Entre les deux, Paul et ses camarades deviennent les arguments vivants d'hommes qui ne les connaissent pas. Pendant ce temps, le général Friedrichs observe la situation depuis son quartier général. Il appartient à un monde de hiérarchie, de tradition et de prestige militaire. La défaite menace davantage que sa carrière. Elle attaque l'idée même qu'il se fait de l'Allemagne, de l'armée et de sa propre existence. Pour lui, finir la guerre dans l'humiliation paraît presque pire que prolonger le combat. Friedrichs possède de la nourriture, un lit et des cartes sur lesquelles les positions sont représentées par des lignes. Les hommes de Paul connaissent ces mêmes positions sous la forme de tranchées effondrées, de rats, de blessures et de membres arrachés. Cette séparation ne relève pas uniquement du confort matériel, elle produit deux réalités incompatibles. Sur une carte, un recul de quelques kilomètres ressemble à une décision stratégique. Sur le terrain, il signifie abandonner des camarades que l'on ne peut pas transporter. Lorsque Paul revient vers le groupe, le commandement distribue de la nourriture en quantité inhabituelle. Les soldats comprennent vite la raison. Les rations ont été préparées pour une compagnie beaucoup plus nombreuse. Une partie des hommes attendus est morte ou portée disparue. Ceux qui restent peuvent donc manger davantage. Jaden réclame sa part avec l'avidité de quelqu'un qui refuse de laisser la bureaucratie récupérer ce que les morts ne consommeront plus. L'échange paraît presque comique. Pourtant, le principe est effroyable. La mort d'un soldat améliore brièvement le repas d'un autre. La guerre transforme même l'absence en ration supplémentaire. Paul et ses amis mangent parce que refuser ne ramènerait personne. Ils ont appris que survivre exige parfois d'accepter ce qui aurait autrefois paru immoral. On utilise les bottes d'un mort, on partage sa nourriture, on dort à la place qu'il a laissée. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le résultat d'un environnement où les vivants ne peuvent pas se permettre de traiter chaque perte comme si elle était la première. Des rumeurs de paix circulent. Les hommes parlent d'une possible fin des combats, mais personne n'ose s'abandonner entièrement à l'espoir. La guerre leur a appris à se méfier des nouvelles venues de l'arrière. Une promesse n'arrête pas un tir d'artillerie. Tant que les armes n'ont pas réellement cessé, imaginer le retour peut devenir dangereux. Paul écoute les autres parler de leurs projets. Certains rêvent de nourriture, d'un lit, d'une femme ou d'un métier. Jaden, qui n'a jamais bénéficié d'une grande place dans la société civile, ne sait pas exactement ce qui l'attend. L'armée lui donne au moins une fonction, des camarades et une ration. La paix pourrait lui rendre sa liberté tout en lui rappelant qu'il ne possède presque rien. Cette peur du retour traverse tout le groupe. Les soldats désirent quitter le front, mais ils ne sont plus certains de pouvoir vivre ailleurs. Pendant des années, chaque décision a répondu à une urgence immédiate. Se baisser, tirer, courir, attendre, manger. Après la guerre, ils devront choisir une direction sans qu'un supérieur la leur indique. Ils devront expliquer leur silence à des familles qui souhaiteront retrouver les garçons partis autrefois. Mais le temps de réfléchir disparaît lorsqu'un nouvel ordre tombe. Paul et les autres doivent retourner en première ligne. La nouvelle provoque un mélange de colère et de résignation. Si l'armistice est réellement proche, pourquoi les renvoyer au combat? Aucun officier ne leur donne de réponse satisfaisante. L'armée n'a pas besoin qu'ils comprennent. Elle exige seulement qu'ils obéissent. Les soldats récupèrent leurs équipements. Les gestes sont rapides, habituels. Serrer les sangles, vérifier les chargeurs, ajuster le casque. Chacun transforme son corps en outil de combat, comme il l'a déjà fait des dizaines de fois. Leur expérience ne supprime pas la peur. Elle la rend plus précise. Ils savent désormais ce qu'un obus peut faire à un homme. Ils savent combien de temps un blessé peut crier. Ils savent que certaines morts arrivent si vite qu'aucune pensée ne les précède. Dans les tranchées, l'attente commence. Paul observe le no man's land.
Devant lui, la terre est retournée jusqu'à ne plus ressembler à un paysage naturel. Des troncs brisés sortent de la boue, les cratères se chevauchent et les barbelés dessinent des lignes sans issue. Ce territoire ne possède plus rien à conquérir. Il existe uniquement parce que deux armées continuent de s'y détruire. Le bombardement français éclate. Les explosions déchirent les positions allemandes, projettent la terre dans les abris et couvrent les ordres. Les soldats se tassent contre les parois. Paul protège sa tête par réflexe. Le garçon enseveli lors de sa première nuit aurait paniqué. L'homme qu'il est devenu sait qu'il n'existe aucun endroit parfaitement sûr. Puis le feu cesse presque aussi brutalement qu'il a commencé. Ce silence est plus inquiétant que le bombardement. Kat et les vétérans comprennent qu'il annonce l'assaut. Les hommes se placent, les fusils apparaissent au-dessus des parapets et les mitrailleuses sont préparées. Paul regarde devant lui. Dans le brouillard et la fumée, des silhouettes commencent à avancer. Les soldats français sortent de leur position. Les Allemands ouvrent le feu. Des hommes tombent, d'autres continuent, et l'espace se remplit à nouveau de cris. Paul tire sans voir des personnes distinctes. À cette distance, l'ennemi devient un mouvement qu'il faut arrêter avant qu'il n'atteigne la tranchée. Mais quelque chose d'autre apparaît derrière l'infanterie. D'abord, Paul ne distingue que des masses sombres, puis la forme se précise. De lourds chars français progressent à travers le brouillard, franchissant les cratères et écrasant les barbelés. Les balles allemandes frappent leurs blindages sans les ralentir. Les soldats comprennent qu'ils ne font plus face uniquement à d'autres hommes. La guerre vient d'envoyer contre eux une machine qui ne ressent ni peur, ni douleur, ni hésitation. Le blindage avance sans réagir aux balles. Chaque impact produit une petite étincelle, une marque presque insignifiante sur la masse d'acier, tandis que les fusils allemands continuent de tirer par réflexe. Les hommes savent que leurs armes ne peuvent pas arrêter ce qui arrive, mais leurs doigts pressent encore les détentes. Au front, même un geste inutile paraît préférable à l'attente. Les chars français traversent les barbelés, franchissent les cratères et descendent directement sur les tranchées. Leur apparition modifie les règles du combat. Quelques minutes plus tôt, Paul affrontait encore des soldats soumis à la peur, à la fatigue et à la douleur. Il fait maintenant face à une construction capable de rouler sur les positions sans tenir compte des corps placés devant elle. La terre tremble sous les chenilles, les parois s'effondrent. Les hommes cherchent des passages dans une tranchée devenue piège. Un soldat tombe devant l'un des chars et tente désespérément de ramper. La machine ne s'arrête pas. Elle passe sur lui avec la même indifférence qu'elle aurait écrasé une planche ou une caisse abandonnée. Paul assiste à cette mort sans pouvoir intervenir. Le corps disparaît sous le blindage, puis la machine poursuit sa route. Aucun conducteur ne voit réellement le visage de l'homme qui vient d'être broyé. Aucun duel ne les oppose. La distance créée par la technologie permet de tuer sans rencontrer le regard de celui qui meurt. Cette image prolonge ce que le film annonçait avec l'uniforme recyclé. La guerre industrielle traite le corps humain comme une matière. À l'arrière, on récupère les vêtements. Sur le terrain, on écrase les hommes. Entre ces deux opérations, l'individu n'existe que pendant le bref moment où il peut encore porter une arme. Paul court avec Albert, Franz et les autres à travers un réseau de tranchées qui ne protège plus personne. Les soldats glissent, se heurtent, enjambent les blessés. Les ordres sont couverts par les moteurs, les tirs et les explosions. Une bataille préparée sur une carte vient de se transformer en fuite collective. Certains Allemands tentent de résister avec des grenades. Il faut approcher les chars suffisamment près pour trouver une ouverture ou atteindre une partie vulnérable. Cette proximité exige un courage qui ne ressemble en rien au discours prononcé dans une salle de classe. Il ne s'agit pas de se sentir brave. Il faut courir vers une machine capable de pulvériser un homme avant même qu'il ait terminé son geste. Paul agit comme les mois de combat lui ont appris à agir. Il ne réfléchit plus à ce que chaque mouvement dit de lui. Il se baisse, rampe, lance, recule. Son corps prend les décisions avant sa conscience. Là se trouve l'une des transformations les plus inquiétantes du personnage. La guerre ne lui a pas seulement appris à supporter la violence. Elle l'a entraîné à la produire. Pourtant, aucune résistance isolée ne peut rétablir la ligne. Derrière les chars apparaissent les soldats français. Les Allemands sont pris entre les blindés, l'infanterie et le feu.
L'offensive qui devait leur offrir un avantage s'effondre sous une contre-attaque mieux équipée. Les conquérants de quelques instants redeviennent des hommes cherchant une sortie. Des lance-flammes entrent alors dans la tranchée. Le feu possède une terreur différente de celle d'une balle. Une balle frappe avant que la victime ait compris. La flamme avance, enveloppe, transforme l'air lui-même en menace. Les hommes voient le danger venir vers eux, mais l'espace étroit leur laisse peu de possibilités. La tranchée qui devait les protéger canalise maintenant le feu dans leur direction. Franz disparaît dans la confusion. Paul l'appelle, cherche son visage parmi les casques et la fumée, mais le mouvement de la retraite les sépare. À cet instant, personne ne sait s'il est blessé, capturé ou simplement bloqué dans une autre partie du réseau. La bataille déchire le groupe sans fournir d'explication. Un ami peut être à 2 mètres, puis disparaître pour toujours derrière une explosion. Albert se retrouve isolé face aux soldats français. Il n'a plus de position à défendre, plus de chemin évident pour rejoindre Paul. Comprenant qu'il ne peut pas combattre, il lève les mains. Son geste exprime quelque chose de simple. Il veut vivre. Pendant des mois, les uniformes ont ordonné aux hommes de se considérer comme des ennemis absolus. Mais lorsqu'Albert se rend, il n'est plus une menace. Il redevient un jeune homme terrifié, debout dans la boue, les bras levés. Une seconde de compassion suffirait à le sauver. Elle ne vient pas. Le lance-flamme s'oriente vers lui et le feu l'engloutit. Paul aperçoit son ami brûlé sans pouvoir le rejoindre. Il n'y a plus rien du garçon enthousiaste qui avait falsifié son autorisation avec les autres. Albert ne tombe pas rapidement. Sa mort occupe l'image, obligeant Paul et le spectateur à comprendre ce que signifie réellement cette arme. Le film ne cherche pas à rendre cette violence excitante. Il la rend presque insoutenable. Albert n'est pas sacrifié pour permettre à Paul d'accomplir un exploit héroïque. Sa disparition ne donne aucun sens à l'offensive. Elle ajoute seulement un mort à un terrain que les 2 camps abandonneront peut-être quelques heures plus tard. Paul recule, glisse dans la boue et perd tout contact avec les survivants de son unité. Autour de lui, les silhouettes courent dans plusieurs directions. Il n'existe plus de ligne allemande ou française clairement visible. Le no man's land absorbe les hommes et mélange les uniformes dans la fumée. Paul tombe dans un cratère. Pendant quelques secondes, ce trou semble offrir une protection. Les tirs passent au-dessus de lui. Il reste bas, couvert de boue, cherchant à reprendre son souffle. Mais un autre soldat plonge soudain dans le même abri. Il est français. Les 2 hommes se découvrent à une distance où leur nation, leurs uniformes et leurs discours deviennent presque inutiles. Il n'y a plus de général, plus de drapeau, plus de cartes. Seulement 2 êtres humains enfermés dans un trou, chacun convaincu que l'autre doit mourir pour qu'il puisse ressortir. Paul attaque le premier. Le mouvement est immédiat, brutal, commandé par la peur. Il saisit son arme et frappe plusieurs fois. Le Français tente de résister, puis s'effondre dans la boue. Paul se recule, haletant, prêt à se défendre encore. Mais l'homme ne meurt pas. Sa respiration devient un bruit humide, irrégulier. Chaque tentative pour aspirer de l'air fait remonter du sang dans sa gorge. Paul reste face à lui, incapable de quitter le cratère sous les tirs qui continuent au-dessus. Il vient de tuer d'innombrables silhouettes à distance, sans savoir exactement lesquelles étaient tombées par sa main. Cette fois, le résultat de son geste reste devant lui. Au début, Paul veut seulement que le bruit cesse. Le râle du blessé menace de révéler leur position, mais il produit également quelque chose de plus profond. Il empêche Paul de transformer cet homme en simple ennemi abattu. Tant qu'il respire, il exige d'être reconnu. Pris de panique, Paul lui enfonce de la terre dans la bouche pour étouffer le son. Le geste est atroce, presque animal. Il ne vient pourtant pas d'une volonté de faire souffrir davantage. Paul cherche à supprimer la conséquence de son attaque. Il voudrait retrouver le silence qui permet aux soldats de continuer sans penser. Le regard du Français reste vivant. Alors quelque chose change. La peur immédiate s'éloigne et Paul voit enfin ce qu'il a fait. Il retire la boue, tente de dégager la bouche de l'homme et lui donne de l'eau. Ses mains, qui viennent de le poignarder, cherchent maintenant à arrêter le sang. Il déchire du tissu, presse la blessure et murmure des paroles que l'autre ne peut peut-être même pas comprendre. Les gestes sont maladroits et trop tardifs. Paul n'est pas médecin, il sait reconnaître une blessure mortelle. Pourtant, il continue. Il ne tente plus seulement de sauver l'homme.
Il essaie désespérément de récupérer la part de lui-même qui existait avant l'attaque. Le soldat français n'est plus une silhouette avançant dans le brouillard. Son visage possède des rides, une barbe, des yeux chargés de douleur. Ses affaires personnelles rappellent qu'il avait une vie en dehors de ce cratère. Quelqu'un connaissait sa voix. Quelqu'un attendait peut-être son retour. Une famille pouvait imaginer qu'il était encore vivant au moment même où Paul regardait son souffle disparaître. Paul l'appelle camarade. Ce mot aurait été impossible quelques minutes plus tôt. L'armée lui a appris à utiliser un autre vocabulaire. Français, cible, ennemi. Mais aucun de ces termes ne correspond plus à l'homme couché devant lui. Dans le cratère, leurs différences militaires ont perdu leur pouvoir. Ils ont froid de la même manière, ils saignent de la même manière. Ils veulent vivre avec la même intensité. Paul demande pardon. Il promet presque l'impossible, comme si des mots pouvaient réparer les coups déjà portés. Il voudrait expliquer qu'il n'a rien contre cet homme, qu'il a frappé parce qu'il avait peur, parce que la guerre lui a appris que l'hésitation signifie la mort. Mais ces raisons, aussi vraies soient-elles, ne ferment pas les blessures. Le Français continue d'agoniser pendant des heures. Cette durée donne à la scène toute sa force. Une mort rapide aurait permis à Paul de repartir avec un souvenir flou. Ici, il doit rester présent. Il entend chaque respiration. Il voit la lumière changer au-dessus du cratère. La bataille s'éloigne progressivement, mais le combat qu'il a commencé se poursuit dans le corps de l'homme. Lorsque le silence revient enfin, il n'apporte aucun soulagement. Le soldat français est mort. Paul reste près de lui, épuisé et couvert de la même boue. À cet instant, leurs uniformes sont presque de la même couleur. La terre a effacé les signes qui permettaient de les opposer. Il ne reste qu'un mort et un vivant qui ne sait plus pourquoi il mérite d'être celui qui ressortira du trou. La scène révèle la contradiction fondamentale imposée aux soldats. Pour survivre, Paul doit tuer sans hésiter. Pour rester humain, il doit comprendre la valeur de celui qu'il tue. Ces deux exigences ne peuvent pas coexister longtemps sans le briser. Lorsqu'il quitte enfin le cratère, Paul ne ressemble pas à un vainqueur. Il rampe hors d'un lieu où il a rencontré son ennemi plus intimement qu'il ne connaissait certains de ses supérieurs. Il retrouve un champ couvert de corps, de fumée et de matériel abandonné. La bataille a déplacé une ligne, mais elle a surtout détruit ce qui restait de sa capacité à croire que tuer pouvait être un acte propre. Loin de lui, Herzberger reçoit des nouvelles qui confirment l'effondrement politique de l'Empire. Le Kaiser a abdiqué. L'ancien ordre se désagrège et la délégation allemande comprend qu'elle ne possède plus la force de refuser les conditions alliées. La paix n'est plus une possibilité abstraite, elle devient une décision urgente. Paul ignore encore tout cela lorsqu'il rejoint les survivants. Dans le camp, certains hommes célèbrent déjà la fin prochaine de la guerre. Ils rient, crient et s'autorisent enfin à imaginer le retour. Pour eux, l'enfer va s'arrêter. Mais Paul revient d'un cratère où un homme vient de mourir entre ses mains. Franz manque toujours. Albert a brûlé devant lui. Puis Paul découvre Jaden, grièvement blessé et allongé parmi les autres hommes. La guerre est peut-être presque terminée. Pour son groupe, elle n'a pas encore fini de prendre. Paul revient vers l'arrière, en portant encore sur lui la boue du cratère et la mort du soldat français. Autour de lui, certains hommes crient que la guerre est terminée, que les négociations ont enfin commencé et qu'ils rentreront bientôt chez eux. Cette annonce devrait le libérer. Elle glisse pourtant sur son visage sans provoquer de joie immédiate. Paul ne cherche pas la confirmation de la paix, il cherche ses amis. Les soldats qui célèbrent ont survécu à la dernière bataille et veulent croire que cela suffit. Ils chantent, lèvent les bras, se répètent la nouvelle jusqu'à la rendre réelle. Paul traverse leur enthousiasme comme un homme revenu d'un autre monde. Quelques instants plus tôt, Albert brûlait devant lui. Franz disparaissait dans la fumée. Un Français agonisait sous ses mains. Pour Paul, la guerre ne peut pas s'arrêter simplement parce qu'un inconnu prononce le mot « paix ». Il demande où se trouve l'infirmerie. Personne ne semble vraiment s'en préoccuper. Chacun pense à sa propre chance, à son propre retour, à la distance qui le sépare encore de sa maison. Paul continue seul jusqu'à une église transformée en poste médical. Ce lieu autrefois consacré au réconfort abrite maintenant des rangées de corps blessés. Des hommes gémissent sur le sol, des infirmiers se déplacent trop vite, et les opérations s'enchaînent avec des moyens insuffisants.
Dans une salle, un chirurgien tente de sauver ce qui peut encore l'être. Un jeune soldat est maintenu pendant que l'on prépare l'amputation de son bras. Son cri se mêle à ceux des autres. Paul passe devant lui sans pouvoir s'arrêter. L'expérience lui a appris une vérité terrible. Lorsqu'il cherche quelqu'un qu'il aime, il doit ignorer la souffrance de dizaines d'autres hommes. Il longe les blessés, observe chaque visage et ne reconnaît personne. Puis une voix l'appelle depuis la cour. Jaden est allongé sur une civière de bois. Une large bande ensanglantée recouvre sa jambe. Il est pâle, fiévreux, affaibli par la perte de sang, mais il essaie encore de parler avec le ton habituel du camarade qui refuse de montrer sa peur. Paul s'agenouille immédiatement près de lui. La blessure se situe au-dessus du genou. L'articulation est détruite. Même sans être médecin, Paul comprend ce qui attend Jaden. Pour sauver sa vie, les chirurgiens devront probablement lui retirer la jambe. Cette conclusion n'apparaît pas seulement dans l'état de la plaie. Elle se lit dans le regard de Jaden, qui connaît assez bien le front pour deviner ce que Paul tente de lui cacher. Paul ment. Il lui assure qu'il va rentrer chez lui. Il présente la blessure comme un billet de sortie, la preuve que Jaden a enfin terminé sa guerre. Quelques mois plus tôt, être évacué aurait représenté une victoire. Mais pour Jaden, le retour sous cette forme ressemble à une autre condamnation. L'homme qui rêvait de rester dans l'armée en temps de paix imaginait une place stable, une ration régulière et la possibilité de devenir sous-officier. Ce projet pouvait sembler modeste ou absurde aux autres, mais il lui appartenait. C'était l'unique avenir qu'il savait formuler. Une jambe amputée détruirait ce rêve et le renverrait vers une société dans laquelle il ne se voyait déjà aucune valeur. Jaden demande comment il pourra désormais devenir garde champêtre. Sa plaisanterie ne tient pas longtemps. Il finit par dire clairement ce qu'il redoute. Il ne laissera pas les médecins l'amputer. Il refuse de devenir, selon ses propres mots, un infirme. Paul tente de le rassurer. Il affirme que les chirurgiens ont sauvé des cas bien plus graves. Il promet ce qu'il ne peut pas garantir, car la vérité n'aiderait personne. Au front, les amis se mentent parfois par bonté. Ils parlent d'avenir alors qu'ils voient la mort. Ils promettent un retour lorsqu'ils savent que le chemin est déjà fermé. Jaden glisse une main dans sa poche et en sort le foulard que Franz avait rapporté de sa rencontre avec Héloïse. Le tissu autrefois associé au parfum, au désir et à une nuit volée à la guerre porte maintenant des traces de sang. Il le tend à Paul. Aucune longue explication n'est nécessaire. Paul comprend immédiatement. Il demande tout de même si Franz est mort, comme si la question pouvait encore produire une autre réponse. Jaden acquiesce. Le groupe qui avait quitté l'école s'est presque entièrement effondré. Ludwig est mort lors de la première nuit. Albert a été brûlé pendant la contre-attaque. Franz n'est jamais revenu de la confusion des tranchées. Le foulard représente désormais tout ce qu'il reste de lui. Cet objet a changé de sens à chaque passage entre les hommes. Lorsqu'il appartenait à Franz, il prouvait qu'une autre vie existait encore, quelque part au-delà du front. Quand les soldats le respiraient dans leur abri, il ramenait une sensation de chaleur, de féminité et d'intimité. Dans la main de Paul, il devient un héritage. Le souvenir d'un garçon qui pensait avoir encore le temps d'aimer. Jaden demande à Paul de rester courageux. Il lui rappelle qu'il est vivant et qu'il doit presque ressentir de la gratitude au nom de ceux qui ne le sont plus. Paul refuse d'entendre ces paroles. Elles ressemblent trop à un adieu. Il se met en colère, comme si la colère pouvait maintenir Jaden de leur côté. Pour détourner l'attention, le blessé réclame des haricots. Cette demande paraît ordinaire. Dans leur vie de soldats, partager un repas a toujours été une manière de se protéger les uns les autres. Paul accepte et promet de revenir rapidement. Il noue le foulard de Franz autour de son cou, puis se dirige vers la cuisine. Là, une dispute a éclaté entre le cuisinier et les survivants de la compagnie. 150 portions ont été préparées, mais seuls environ 80 hommes sont encore présents. Le cuisinier refuse de distribuer le surplus tant que tout le monde n'est pas rassemblé. Kat se trouve au premier rang de ceux qui protestent. Pour lui, les absents n'arriveront pas. Ils sont morts ou allongés à l'infirmerie. Continuer à attendre revient à prétendre qu'ils peuvent encore franchir la porte. La nourriture leur était destinée, elle doit donc revenir aux survivants. Derrière la dispute presque comique se cache le bilan d'une unité détruite. Plus de la moitié des hommes capables de manger quelques jours auparavant ont disparu. Paul aperçoit Kat.
Pendant un instant, le reste n'existe plus. Il traverse la foule et se jette contre lui. Paul le croyait mort. Retrouver Kat vivant après Albert Franz et le soldat du cratère produit une joie presque violente. Il le serre comme si la force de cette étreinte pouvait empêcher la guerre de le reprendre. Kat apprend que Jaden est blessé. Il réclame immédiatement une double ration pour lui. Paul et lui repartent avec leurs gamelles pleines de haricots et de lard, avançant avec précaution pour ne rien renverser. Ce trajet possède la simplicité d'un geste familial. Ils apportent à manger à un ami malade. Pendant quelques minutes, ils peuvent se comporter comme si la nourriture et leur présence suffisaient à réparer ce qui a été brisé. Paul avoue à Kat qu'il l'avait cru mort. Kat répond que tout le monde doit mourir un jour. Paul refuse cette banalité. Pas maintenant. Pas si près de la fin. Kat plaisante alors. Si Paul meurt avant lui, il le tuera lui-même. Ce type d'humour leur permet de prononcer la peur sans la reconnaître directement. Ils savent que la paix est proche. Pour la première fois, la mort paraît donc évitable. Mourir hier appartenait à la logique du front. Mourir aujourd'hui commencerait à ressembler à une injustice encore plus insupportable. Il retrouve Jaden et le réveille. Kat lui annonce qu'ils ont apporté les haricots. Jaden demande les couverts. Son comportement semble normal. Il sent la nourriture, remarque la graisse et essaye de se redresser. Paul lui propose de l'aider, mais il refuse. Il tient à accomplir seul ce geste minuscule, peut-être le dernier sur lequel il possède encore un contrôle. Les 3 hommes commencent à manger. Kat et Paul se concentrent sur leurs gamelles avec l'appétit de soldats qui n'ont jamais la certitude du prochain repas. Jaden, lui, avale difficilement. Son silence prend une forme différente. Il ne regarde pas la nourriture comme un homme affamé, mais comme quelqu'un qui vient de prendre une décision. Soudain, il plante sa fourchette dans son cou. Paul et Kat se jettent sur lui, mais Jaden continue. La fourchette est émoussée. Il doit frapper plusieurs fois pour atteindre une artère. Le geste n'a rien de rapide ou de propre. Il révèle toute la violence nécessaire à un homme pour retourner contre lui-même ce qui lui reste de force. Kat arrache enfin la fourchette. Il presse sa main contre la plaie et appelle à l'aide. Personne ne vient. L'infirmerie déborde déjà de blessés et les cris de Jaden se perdent parmi ceux des autres. Paul lui demande pourquoi. La réponse se trouve pourtant dans tout ce qui vient de se produire. Jaden ne veut pas perdre sa jambe. Il ne veut pas retourner vers une vie où il dépendra des autres. Il ne croit pas à l'avenir que Paul inventait pour le rassurer. La guerre lui a appris à choisir entre des issues terribles, et il vient d'exercer son dernier choix. Le sang coule entre les doigts de Kat. Jaden murmure que tout est terminé, puis il cesse de respirer. À côté d'eux, un autre blessé récupère les haricots tombés au sol et les mange. L'image paraît cruelle, mais elle ne juge pas cet homme. Il a faim. Jaden est mort. La nourriture ne peut plus l'aider. Une fois encore, le besoin des vivants absorbe immédiatement ce que laisse le mort. Pendant que Paul et Kat restent auprès de leurs camarades, la délégation allemande reçoit enfin l'autorisation de signer. Les conditions restent extrêmement dures, mais le haut commandement sait que l'armée ne peut plus poursuivre la guerre. Herzberger retourne dans le wagon de Compiègne. Foch lui demande s'il signera. La question ne laisse aucune place à une nouvelle discussion. Herzberger s'assoit, plonge la plume dans l'encre et appose son nom au bas du document. Les autres délégués allemands font de même. Certains hésitent, d'autres retiennent leurs larmes. Tous savent qu'en sauvant les soldats encore vivants, ils acceptent également de porter la responsabilité politique de la défaite. L'accord est conclu peu après 5 heures du matin. Mais les combats ne s'arrêtent pas immédiatement. L'armistice n'entrera en vigueur qu'à 11 heures, la 11e heure du 11e jour du 11e mois. 6 heures séparent donc la signature du silence réel des armes. 6 heures pendant lesquelles chaque soldat devra encore se comporter comme si la paix n'existait pas. Herzberger vient peut-être de sauver des milliers de vies. Pourtant, Paul et Kat restent assis à côté de Jaden, tandis que Franz, Albert et Ludwig sont déjà morts. Pour ces hommes, l'armistice arrive avec la précision d'une horloge. La guerre, elle, n'a jamais respecté que le hasard. Au matin du 11 novembre, la paix existe enfin sur le papier. Dans les camps, la nouvelle se propage plus vite que les ordres officiels. Les hommes sortent des abris, se cherchent, rient sans savoir comment rire de nouveau. Certains lancent leur casque en l'air.
D'autres restent immobiles, comme si leur corps refusait de croire ce que leur esprit vient d'entendre. À 11 heures, les armes devront se taire. Cette précision transforme chaque minute restante en compte à rebours. Depuis des années, les soldats vivaient sans savoir s'ils atteindraient le lendemain. Ils possèdent maintenant une heure, un point fixe, une frontière exacte entre le massacre et la survie. Il leur suffit, en apparence, de ne pas mourir avant que l'horloge l'atteigne. Paul ne célèbre pas avec la même légèreté. Il a retrouvé Kat, mais autour d'eux, le groupe n'existe presque plus. Ludwig, Albert, Franz et Diaden ont disparu. Les visages qui formaient autrefois une bande sont devenus des souvenirs, des objets récupérés, des places vides autour d'une gamelle. La paix sauvera Paul de la prochaine bataille, mais elle ne lui rendra rien de ce que la guerre a déjà pris. Kat reste pourtant auprès de lui, et cette présence suffit encore à maintenir un fragile avenir. Ils marchent derrière les lignes, à distance du bruit des réjouissances. Leur conversation revient à la vie civile. Ils essaient d'imaginer ce que signifie rentrer chez soi lorsque l'on ne se reconnaît plus soi-même. Paul ne sait pas ce qu'il fera. Il est parti avant d'avoir eu le temps de construire une profession, une famille ou même une idée précise de l'homme qu'il voulait devenir. La guerre a occupé l'espace où cet avenir aurait dû se former. Pendant 18 mois, il n'a appris qu'un seul métier, survivre au front. Dans quelques heures, cette compétence deviendra inutile, mais les réflexes qu'elle a créés resteront dans son corps. Kat comprend cette inquiétude. Lui possède une femme, une maison et une ancienne vie, mais il ne croit plus qu'il suffira de franchir une porte pour les retrouver. Il redoute les questions, les silences, les repas pris à une table où personne n'entendra le grondement imaginaire des obus. Le retour promet la sécurité, mais aussi la solitude de celui qui ne peut pas transmettre ce qu'il a vécu. Entre Paul et Kat, cette peur n'a pas besoin d'être longuement expliquée. Ils savent que leur amitié est née dans des conditions impossibles à reproduire ailleurs. Au front, chacun dépendait littéralement de l'attention de l'autre. Kat trouvait la nourriture, reconnaissait les pièges et protégeait Paul. Paul lisait les lettres, écoutait les inquiétudes de Kat et lui offrait la présence d'un fils ou d'un frère sans jamais essayer de nommer ce lien. La paix va donc les séparer au moment même où elle les sauve. Pour retarder cette séparation, ou simplement parce que l'habitude est devenue plus forte que la prudence, ils décident de retourner à la ferme. Ils y ont déjà volé une oie, couru sous les tirs du propriétaire et retrouvé pendant quelques minutes la joie d'être deux garçons faisant une bêtise. Revenir une dernière fois ressemble à un rituel. Une manière de refermer la guerre avec le même geste qui leur avait offert l'un de leurs rares souvenirs heureux. La campagne paraît plus calme. Le front s'éloigne, les tirs sont rares et l'idée de mourir semble soudain presque irréelle. C'est précisément là que le danger devient le plus cruel. Pendant les batailles, Paul et Kat observent chaque ouverture, chaque bruit, chaque mouvement. Maintenant que l'armistice est signé, leur corps commence déjà à relâcher une vigilance entretenue pendant des mois. Kat entre dans la ferme pour prendre de la nourriture. Paul l'attend à l'extérieur, attentif mais moins tendu qu'autrefois. Le fermier apparaît et les deux soldats doivent repartir rapidement. La scène rappelle leur précédent vol, mais elle n'a plus la même énergie. Le rire n'arrive pas. Une menace invisible demeure derrière eux. Le fils du fermier prend un fusil. Ce garçon a vu les soldats allemands venir voler les réserves de sa famille. Pour lui, Paul et Kat ne sont pas deux amis affamés, auxquels le spectateur s'est attaché. Ils représentent l'armée qui occupe sa terre, franchit ses clôtures et prend ses animaux. Le film ne transforme pas l'enfant en monstre. Il montre comment la guerre distribue la peur et la haine jusque dans les maisons éloignées des tranchées. Le coup part. Kat est touché alors qu'il s'éloigne. La blessure semble d'abord moins spectaculaire que celles observées au front. Il ne disparaît pas dans une explosion, il n'est pas entouré de dizaines de morts. Un seul projectile, tiré par un enfant à quelques heures de la paix, suffit. Paul se précipite vers lui. Il refuse immédiatement l'idée que la blessure puisse être grave. Après tout ce qu'ils ont traversé, Kat ne peut pas mourir ici. Pas au bord d'un chemin, après un vol de nourriture, alors que l'armistice est déjà signé. La logique émotionnelle de Paul exige que la survie accumulée possède une valeur, qu'elle protège au moins contre une fin aussi absurde. Il soulève Kat et le porte sur son dos.
Le trajet jusqu'au poste médical devient une lutte contre le temps, mais aussi contre la réalité. Paul parle à son ami, lui promet qu'un médecin va s'occuper de lui, évoque peut-être encore ce qui les attend après la guerre. Tant qu'il continue à parler, il peut croire que Kat l'entend. Tant qu'il sent son poids sur ses épaules, il peut se convaincre qu'il transporte un vivant. Le corps de Kat paraît lourd, mais Paul ne ralentit pas. Il a porté du matériel, des blessés, des camarades et la culpabilité de survivre. Cette fois, il porte la seule personne qui lui reste. Chaque pas semble affirmer qu'il n'acceptera pas une nouvelle perte. Le paysage qu'il traverse ne ressemble plus à un champ de bataille. Il n'y a aucune offensive à interrompre, aucun ennemi immédiat à repousser. Cette tranquillité rend la scène encore plus impitoyable. Le monde commence déjà à sortir de la guerre, tandis que Paul lutte encore pour sauver l'homme qui lui a appris à y rester vivant. Lorsqu'il atteint enfin l'infirmerie, Paul appelle les médecins. Il s'attend à ce qu'ils prennent Kat, examinent la blessure et commencent à travailler. Mais personne ne se précipite comme il l'imaginait. Un infirmier regarde le corps, puis Paul. Kat est déjà mort. Paul refuse de comprendre. Il affirme que son ami vient seulement d'être touché, qu'il lui parlait encore pendant le trajet. L'homme lui montre pourtant la blessure fatale. Le projectile a atteint un endroit vital. Kat a probablement cessé de respirer sur le dos de Paul sans que celui-ci s'en aperçoive. Cette révélation détruit quelque chose que les batailles n'avaient pas encore réussi à briser. Paul croyait transporter Kat vers la vie. En réalité, il portait déjà son cadavre. Il parlait à un silence, inventait un avenir à quelqu'un qui ne pouvait plus l'entendre et avançait avec l'espoir posé sur ses épaules alors que cet espoir était mort. Aucune dernière conversation ne leur est accordée. Kat ne prononce pas une phrase parfaite sur l'amitié ou le retour. Il disparaît discrètement, presque paisiblement, après avoir survécu à tout ce qui devait le tuer. Sa mort ne possède aucune grandeur militaire. Elle vient d'un enfant, d'un fusil et de quelques provisions volées. C'est précisément ce qui la rend fidèle au monde du film. La guerre ne distribue pas les fins selon le mérite. Kat est le plus expérimenté du groupe, celui qui sait lire les dangers, trouver de la nourriture et ramener les autres. Son intelligence l'a protégée pendant des années. Elle ne peut rien contre une balle tirée au moment où chacun commence à croire que le danger est terminé. Paul reste devant le corps. Jusqu'ici, chaque perte avait été suivie d'un ordre, d'une fuite ou d'une nécessité immédiate. Ludwig mourait alors qu'il fallait survivre au bombardement. Albert brûlait pendant la retraite. Franz disparaissait au milieu de l'assaut. Jaden se tuait dans une infirmerie débordée. Paul n'avait jamais eu le temps de s'arrêter complètement. Avec Kat, plus rien ne l'oblige à bouger. L'armistice doit entrer en vigueur. Les soldats préparent leur retour. La machine militaire ralentit. Paul possède enfin le temps de ressentir, mais il n'a plus personne avec qui partager ce qu'il ressent. La paix arrive comme un espace vide. Au même moment, le général Friedrichs contemple la fin de la guerre depuis son quartier général. Pour les soldats, 11 heures signifie la possibilité de vivre. Pour lui, l'armistice représente une humiliation. Il ne pense pas d'abord aux hommes qui pourront rentrer. Il pense à l'armée qui devra déposer les armes, au territoire perdu et au récit de la défaite qui restera attaché à son nom. Friedrichs refuse d'être un simple témoin de cette conclusion. Il veut offrir à ses troupes, et surtout à lui-même, une dernière image de victoire. Peu importe que l'accord soit signé. Peu importe que chaque minute rapproche le silence. Il décide que les hommes attaqueront encore une fois. L'ordre fixe l'assaut à 10h45, 15 minutes avant la paix. Cette décision expose la forme la plus pure de l'orgueil militaire dénoncé par le film. Aucune nécessité stratégique ne justifie l'offensive. Les positions conquises n'auront aucune importance après 11 heures. Les soldats qui tomberont ne modifieront pas les conditions de l'armistice. Ils mourront pour que Friedrichs puisse prétendre que l'armée allemande termine la guerre en avançant. Les hommes reçoivent l'ordre avec incrédulité. Certains pensent à une erreur. D'autres refusent ouvertement de sortir. Ils ont compté les heures, préparé leurs affaires et permis à leur esprit d'imaginer la maison. Le commandement leur demande maintenant de remettre leur vie en jeu pour un quart d'heure sans valeur. Un soldat qui refuse est exécuté. Le message est clair, même agonisante, la machine exige encore l'obéissance. La paix, signée par les gouvernements, ne protège pas les hommes contre le général placé devant eux. Jusqu'à la dernière seconde,
Le pouvoir militaire conserve le droit de transformer leur corps en exemple. Paul se trouve désormais seul face à cet ordre. Kat est mort. Tous les amis avec lesquels il s'était engagé ont disparu. Il n'a plus de foyer improvisé dans l'armée, plus de voix familière pour lui rappeler de rester bas ou de manger. Il pourrait se révolter, mais la guerre lui a appris à obéir avant même de penser. Il récupère son équipement et rejoint les autres. Le visage de Paul paraît vidé. Il ne marche pas vers une bataille avec l'espoir de survivre. Il avance parce que tout mouvement intérieur s'est arrêté. La mort de Kat a supprimé le futur qu'il essayait encore d'imaginer. Devant lui, les soldats se rassemblent une dernière fois. Derrière eux, l'horloge continue. Il reste 15 minutes à la guerre pour prendre Paul. À 10h45, les soldats allemands sortent une dernière fois. Ils ne chargent pas pour éviter une défaite. La défaite a déjà été reconnue, les conditions de l'armistice ont été signées et l'heure du cessez-le-feu est connue. Les hommes avancent vers une position qui ne possédera plus aucune valeur militaire dans 15 minutes. Leur attaque n'existe que parce qu'un général refuse de laisser la guerre se terminer sans lui offrir une dernière illusion de grandeur. Paul grimpe hors de la tranchée avec les autres. Autour de lui, certains soldats crient pour se donner du courage. D'autres courent en silence. Quelques-uns regardent constamment l'heure, comme s'ils pouvaient calculer la distance qui les sépare de la survie. Chaque seconde devient tangible. Un homme tué à 10h59 ne sera pas moins mort que celui tombé 4 ans auparavant, mais son décès paraîtra plus absurde encore parce que la paix se trouve à quelques battements de cœur. Paul ne regarde presque plus l'horloge. Il n'a plus personne vers qui rentrer. Kat est mort sur son dos. Ludwig, Albert, Franz et Tjaden ont disparu. La promesse de retrouver la maison ne possède plus la force nécessaire pour guider ses gestes. Ce n'est pas qu'il souhaite mourir. Son instinct de survie fonctionne encore, profondément inscrit dans son corps. Mais la différence entre vivre et mourir a perdu une partie de son sens. L'artillerie couvre l'avancée. Des explosions soulèvent la terre devant les soldats français, tandis que les Allemands traversent une nouvelle fois le No Man's Land. Le paysage ressemble à toutes les batailles précédentes. Boue, barbelés, fumée, silhouettes qui tombent. Pourtant, le spectateur sait qu'une autre réalité existe derrière ces images. Dans les états-majors, les montres approchent de 11 heures. Les documents sont déjà signés. Tout ce qui se produit maintenant appartient à une guerre officiellement condamnée à disparaître. Paul atteint la tranchée française. Le combat à distance se transforme en affrontement rapproché. Les fusils deviennent difficiles à manier dans les couloirs étroits. Les hommes utilisent leurs baïonnettes, leurs pelles, leurs poings et tout objet capable de frapper. Les uniformes permettent encore d'identifier les camps, mais les gestes n'expriment plus aucune stratégie. Chacun attaque la personne placée devant lui parce que l'hésitation peut lui coûter la vie. Paul avance avec une violence que le jeune garçon du début aurait été incapable d'imaginer. Son visage ne montre plus la panique de sa première nuit. Il frappe, tire et se déplace avec une efficacité acquise au prix de centaines de scènes d'horreur. La guerre a réussi à fabriquer le soldat que l'école promettait, mais le résultat n'a rien d'héroïque. Paul est devenu performant dans un monde qui cessera d'exister quelques minutes plus tard. Cette ironie constitue l'une des accusations les plus fortes du film. Pendant 18 mois, l'armée a détruit la sensibilité de Paul pour améliorer ses chances au combat. Elle lui a appris à tuer avant de réfléchir, à transformer un visage en menace et à avancer lorsqu'un homme tombe à côté de lui. Maintenant que cet apprentissage est complet, la paix va rendre toutes ses compétences inutiles. Elle lui rendra peut-être la liberté, mais elle ne lui rendra pas le garçon qu'elle a supprimé. Dans la tranchée française, Paul se retrouve face à des soldats qui connaissent eux aussi l'heure de l'armistice. Certains continuent de se battre parce que les Allemands viennent de les attaquer. Ils ne peuvent pas déposer leurs armes devant une charge ennemie sous prétexte que la paix approche. L'ordre de Friedrichs force ainsi les Français à tuer et à mourir pendant les dernières minutes. Aucun camp présent dans la tranchée ne bénéficie réellement de l'assaut. Les soldats français ne gagneront rien en repoussant des hommes qui devront bientôt se retirer. Les Allemands ne conserveront pas la position. Tous sont enfermés dans la décision d'un officier absent. Paul poursuit un adversaire à travers les couloirs.
Il ne combat plus pour conquérir le terrain ni pour défendre l'Allemagne. Il combat parce que le mouvement lui-même le maintient en vie. S'arrêter signifierait ressentir le vide laissé par Kat. Continuer lui permet encore de repousser ce moment. Il entre dans un espace fermé où le vacarme du champ de bataille paraît légèrement étouffé. Pendant quelques secondes, il ne voit aucun ennemi. Son souffle est lourd. La sueur, la boue et le sang recouvrent son visage. Il ressemble à Heinrich Gerber dans les premières images du film, à tous les soldats dont les uniformes ont été récupérés et à tous ceux qui ont disparu sans que leur histoire soit racontée. Un soldat français surgit. Le combat est immédiat. Paul réussit à le maîtriser, puis cherche déjà le prochain danger. Il n'éprouve plus l'effondrement moral du cratère. Là-bas, il avait passé des heures avec l'homme qui l'avait poignardé, découvrant progressivement son humanité. Ici, le temps manque. La cadence de l'assaut empêche toute reconnaissance. C'est peut-être le signe le plus douloureux de sa transformation. Paul reste capable de compassion, comme il l'a prouvé en essayant de sauver le Français. Mais la guerre ne lui laisse plus l'espace nécessaire pour l'exercer. La compassion demande du temps, un visage et le silence suffisant pour entendre une respiration. Le combat, lui, réduit chaque rencontre à une fraction de seconde. Les horloges continuent d'avancer. À l'arrière, des officiers observent les aiguilles. Certains attendent 11 heures avec soulagement. D'autres semblent incapables de comprendre qu'un simple mouvement mécanique puisse arrêter une violence qui a dominé l'Europe pendant plus de 4 ans. Après des millions de morts, la guerre doit se terminer à une heure choisie, comme un train arrivant en gare. Sur le front, personne ne peut encore se comporter comme si cette heure était arrivée. Paul se bat dans les derniers mètres de la tranchée. Les Français reculent, puis contre-attaquent. Des hommes tombent alors qu'il ne reste plus que quelques minutes. La violence accélère au lieu de diminuer, parce que chacun veut survivre jusqu'au cessez-le-feu sans abandonner sa position avant l'autre. Paul se retrouve momentanément isolé. Un soldat français apparaît derrière lui et pousse sa baïonnette à travers son corps. La lame entre dans son dos et ressort par sa poitrine. Paul se fige. L'arme est retirée, et l'homme qui l'a frappé disparaît presque aussitôt pour répondre à un autre danger. Il n'y a pas de duel final. Aucun grand adversaire n'attendait Paul au terme de son parcours. Celui qui lui porte le coup fatal ne connaît pas son nom, ne sait rien de Kat et ignore qu'il vient de tuer un garçon qui n'avait que 17 ans lorsqu'il s'est engagé. Pour lui, Paul était simplement un soldat allemand apparu dans sa tranchée quelques minutes avant la paix. Paul pose une main sur sa blessure. Son corps semble comprendre avant son esprit que le mouvement devient impossible. Il essaie encore d'avancer, peut-être par habitude, peut-être parce qu'il sait que 11 heures est proche. Pendant toute la guerre, rester immobile signifiait offrir une cible. Même mortellement blessé, Paul conserve ce réflexe. Puis les cloches et les signaux retentissent. 11 heures. Les tirs cessent. La transformation du champ de bataille est presque surnaturelle. Une seconde plus tôt, les fusils claquaient, les hommes criaient et les explosions couvraient chaque pensée. L'instant suivant, le silence s'abat sur les tranchées. Aucun accord progressif, aucune diminution lente. La guerre s'arrête parce que l'heure a changé. Des soldats restent figés, leurs armes encore levées. Certains regardent les hommes qu'ils allaient tuer. D'autres s'appuient contre les parois, incapables de décider quoi faire de leurs mains. Le silence n'a rien de paisible. Il révèle au contraire tous les bruits que la bataille masquait. Les respirations, les gémissements, le vent et le mouvement des corps blessés. Les ennemis se trouvent encore à quelques mètres, les uns des autres. Pendant des années, ils ont appris que l'homme portant l'autre uniforme devait mourir. À 11 heures précises, cet homme cesse officiellement d'être une cible. Aucun changement physique ne s'est produit. Son visage, son arme et sa position restent identiques. Seule une décision venue d'ailleurs transforme le meurtre obligatoire en crime inutile. Cette transition expose toute l'artificialité de la guerre. À 10h59, Paul devait tuer pour obéir. À 11h, le même geste n'aurait plus de justification militaire. La frontière entre le devoir et l'absurdité tient à une aiguille sur une montre. Paul sort lentement de la tranchée. La lumière du jour touche son visage. Après les couloirs sombres, la fumée et les espaces fermés, le ciel paraît étrangement calme. Paul regarde devant lui, mais rien ne semble réellement atteindre ses yeux.
Il vient de survivre à la guerre entière et d'être mortellement blessé quelques secondes avant sa fin. Il s'adosse à une paroi ou à une ouverture, cherchant instinctivement un appui. Son souffle ralentit. Aucun camarade ne se trouve près de lui pour comprimer la blessure. Kat ne viendra pas le porter. Paul ne peut pas lui-même répéter les gestes désespérés accomplis sur le soldat français du cratère. Le silence lui offre enfin ce que les soldats ont demandé pendant des années. Mais il arrive trop tard. Paul cesse de respirer. Sa mort ne provoque aucun changement visible sur le front. Aucun officier ne modifie un rapport. L'armistice reste en vigueur. Les survivants commencent déjà à déposer leurs armes, à sortir des tranchées ou à compter les absents. Paul devient l'un des derniers morts d'une guerre qui n'avait plus aucune raison de continuer. Plus tard, une jeune recrue allemande traverse le champ de bataille pour récupérer les plaques d'identité. Le garçon paraît presque aussi innocent que Paul au début du film. Son visage n'a pas encore été creusé par 18 mois de peur. Il accomplit une tâche administrative au milieu des cadavres, exactement comme Paul l'avait fait avec les recrues mortes du gaz. Il s'approche du corps de Paul, le cycle se referme. Au commencement, Paul recevait l'uniforme de Heinrich Gerber sans comprendre qu'un mort venait de lui transmettre sa place. À la fin, une nouvelle recrue se penche sur Paul, recueillant ce que l'armée utilise pour enregistrer son décès. L'individu disparaît, mais la procédure continue. Le garçon remarque le foulard de Franz. Ce morceau de tissu a survécu à Franz, à Jaden, à Kat et maintenant à Paul. Il portait autrefois le parfum d'Héloïse et la promesse d'une vie extérieure à la guerre. Il est devenu le dernier lien matériel entre les amis partis ensemble. Sur le corps de Paul, il ressemble à une trace fragile de tout ce que les registres militaires ne pourront jamais compter. La recrue poursuit son travail. Autour d'elle, le front est enfin calme. À l'ouest, il n'y a officiellement plus rien de nouveau. Pourtant, sous ce silence reposent les vies entières que cette phrase administrative ne saura jamais raconter. La mort de Paul quelques secondes avant la paix n'est pas seulement une conclusion tragique. Elle est la dernière démonstration du fonctionnement de cette guerre. Pendant tout le récit, les soldats sont traités comme des ressources que l'on déplace, nourrit, équipe et remplace. Au dernier moment, le commandement utilise Paul une fois encore, alors que son sacrifice ne peut plus modifier le résultat du conflit. Le général Friedrichs sait que l'Allemagne a signé. Il sait que les positions prises seront abandonnées. Il sait que les hommes envoyés à l'assaut peuvent être vivants 15 minutes plus tard s'il les laisse simplement attendre. Son ordre ne répond donc à aucune nécessité militaire. Il sert son ego, son idée de l'honneur et son refus d'entrer dans la paix comme un officier vaincu. Paul meurt pour l'image qu'un général veut conserver de lui-même. Cette décision rend la fin différente d'une tragédie fondée sur le hasard. La balle qui tue Kat vient d'un enchaînement imprévisible, mais l'attaque finale est parfaitement évitable. Les documents sont signés. L'heure est connue. Les responsables ont toutes les informations nécessaires pour sauver les hommes. La mort de Paul résulte d'un choix conscient. Son comportement pendant l'attaque montre également ce que la guerre a réussi à produire. Le lycéen enthousiaste du début cherchait une aventure, une identité et l'approbation de ses camarades. Le Paul des dernières minutes ne cherche plus rien. Il frappe et avance avec une compétence terrifiante. Son corps continue d'appliquer les règles du front alors que son esprit n'attend plus aucun avenir. La guerre a donc remporté une victoire invisible avant même de tuer Paul. Elle a supprimé en lui la possibilité de redevenir facilement celui qu'il était. Kat représentait encore un lien avec une vie humaine. Partager un repas, lire une lettre, plaisanter, rêver d'une ferme ou d'une maison. Lorsque Kat disparaît, Paul perd son dernier refuge. L'offensive de Friedrichs ne rencontre plus un garçon qui espère rentrer, mais une enveloppe entraînée à combattre. Le coup fatal est porté par un soldat français anonyme. Ce choix refuse l'idée d'un adversaire personnel. Paul n'avait pas besoin de vaincre un grand ennemi, car son véritable ennemi n'a jamais été un individu placé devant lui. C'était la structure qui obligeait deux garçons inconnus à s'entretuer avant une heure déterminée par d'autres. Quelques secondes plus tard, les armes se taisent. Le Français qui vient de le frapper n'aurait plus aucune raison de l'attaquer. Paul, s'il avait survécu un peu plus longtemps, n'aurait plus reçu l'ordre de tuer cet homme. Rien dans leur humanité n'a changé entre 10h59 et 11h.
Seule l'autorisation officielle de la violence a disparu. Le silence final ne procure donc pas un apaisement complet. Il accuse. Pendant plus de 4 ans, les nations ont transformé le bruit des canons en état normal. Puis, à une heure choisie, ce bruit peut cesser presque instantanément. Cette rapidité révèle que le massacre n'était pas une force naturelle impossible à contrôler. Des hommes l'ont organisé, prolongé et finalement arrêté. Ceux qui affirmaient ne pas pouvoir interrompre les combats y parviennent dès que les signatures sont réunies. La présence de la jeune recrue parmi les morts renforce cette idée. Son travail consiste à récupérer les plaques d'identité, comme Paul le faisait avec les garçons morts du gaz. Le film ne présente pas la paix comme une restauration magique de l'innocence. Même après 11 heures, quelqu'un doit compter les corps, identifier les absents et transporter les conséquences. Le foulard de Franz relie toute cette destruction à quelque chose de minuscule. Au départ, il représentait une nuit de désir et de tendresse. Franz l'avait rapporté comme la preuve qu'il existait encore des femmes, du parfum et des chambres loin des tranchées. Les camarades l'avaient respiré avec une curiosité presque enfantine. Après la mort de Franz, Jaden l'avait conservé. Paul le porte ensuite jusqu'à sa propre fin. Ce tissu traverse donc le groupe comme l'uniforme d'Heinrich Gerber traversait la chaîne militaire. Mais les deux objets portent des significations opposées. L'uniforme représente l'effacement, il peut passer d'un mort à un autre soldat sans que l'armée reconnaisse leur individualité. Le foulard représente la mémoire, il conserve la trace de Franz, des amis réunis dans l'abri et d'une vie qu'ils n'ont pas pu retrouver. Le titre prend alors tout son poids. Dans le roman d'Erich Maria Remarque, Paul meurt pendant une journée si calme que le rapport militaire peut annoncer qu'il n'y a rien de nouveau sur le front occidental. Sa disparition ne mérite même pas une ligne particulière dans les comptes rendus. La version d'Edward Berger transforme ce principe en course contre l'horloge. Paul reçoit le coup mortel au moment précis où le monde bascule vers l'armistice. Le film s'éloigne du livre sur plusieurs points importants. Les négociations de Compiègne et le personnage historique de Matthias Erzberger ne font pas partie de l'intrigue originale. Leur ajout permet de montrer simultanément deux formes de guerre. En bas, les soldats vivent dans la terre et meurent pour quelques mètres. En haut, des responsables politiques et militaires discutent autour d'une table, entourés de cartes, de nourriture et de murs propres. Ce montage parallèle évite de présenter la souffrance du front comme une fatalité sans responsable. Chaque retour vers le wagon rappelle que des décisions sont en cours. Chaque retour vers Friedrichs montre qu'une décision raisonnable peut être sabotée par l'orgueil. Le spectateur ne se demande plus seulement si Paul survivra. Il sait que la paix arrive et doit supporter l'attente de voir combien d'hommes seront encore sacrifiés avant elle. Cette modification a divisé certains lecteurs attachés au roman, car elle remplace une partie de son observation intime par une mécanique historique plus visible. Pourtant, elle donne au film de 2022 son identité propre. Edward Berger ne tente pas de reproduire exactement les adaptations précédentes. Il utilise la proximité de l'armistice pour rendre chaque mort mesurable, presque chronométrée. La mise en scène construit cette sensation avec des contrastes constants. La nature apparaît parfois magnifique. Forêt couverte de brume, champs froids, lumière traversant les arbres. Mais l'homme a déchiré ces paysages. La boue avale les uniformes, les cratères remplacent les chemins et les corps deviennent presque impossibles à distinguer du sol. La photographie de James Friend évite de rendre la guerre séduisante, même lorsque les images possèdent une grande puissance visuelle. La caméra reste souvent assez proche de Paul pour emprisonner le spectateur avec lui. Nous ne survolons pas la bataille comme un stratège. Nous courons à hauteur d'homme, sans comprendre complètement ce qui arrive derrière le prochain mur de fumée. Les couleurs semblent elles-mêmes avoir été retirées du monde. Les gris, les bruns et les verts froids dominent, tandis que le sang ou le feu apparaissent comme des intrusions brutales. Cette retenue rend les rares instants de chaleur particulièrement précieux. L'intérieur de l'abri, la cuisson de l'oie, le visage de Kat près du feu. La fraternité des soldats ne change pas l'horreur du front, mais elle crée de petits espaces où l'être humain peut encore exister. Félix Kammerer porte cette transformation avec très peu d'effets visibles. Au début, Paul sourit facilement, bouge rapidement et regarde tout ce qui l'entoure.
Plus tard, son visage paraît s'être refermé. Il ne joue pas constamment la peur ou la douleur de manière spectaculaire. Il montre plutôt leur accumulation. Les émotions ne disparaissent pas. Elles restent coincées derrière les réflexes nécessaires à la survie. Le fait qu'il s'agisse de son premier rôle dans un long métrage renforce l'impression de découverte. Le spectateur rencontre Paul sans être distrait par une image déjà associée à l'acteur. Kammerer peut ainsi sembler réellement absorbé par le film, comme si le front effaçait progressivement un visage que nous venions à peine d'apprendre à connaître. Albrecht Schuch donne à Kat une présence différente. Son personnage pourrait n'être qu'un mentor expérimenté, mais son interprétation lui apporte une fatigue, un humour et une tendresse constamment retenus. Kat ne prononce pas de grands discours sur son affection pour Paul. Il trouve de la nourriture, écoute, marche à côté de lui et reste présent. Sa mort blesse autant parce que le film a construit ce lien à travers des gestes ordinaires. La musique de Volker Bertelmann refuse elle aussi l'héroïsme traditionnel. Son motif de 3 notes ressemble moins à une mélodie qu'à une masse qui frappe. Le son de l'harmonium a été déformé jusqu'à devenir presque industriel. Il évoque une porte métallique, une machine ou une alarme venue d'un autre siècle. Ce thème ne glorifie pas les charges. Il annonce le retour de la mécanique guerrière. Lorsqu'il surgit, il rappelle que les personnages peuvent manger, rire ou rêver, mais que la machine continue d'avancer derrière eux. Les notes deviennent une présence aussi menaçante que les chars, précisément parce qu'elles semblent lourdes, simples et impossibles à raisonner. La reconnaissance internationale du film a confirmé la puissance de ses choix. Avec 9 nominations aux Oscars, il en a remporté 4, meilleur film international, meilleure photographie, meilleur décor et meilleure musique originale. Au BAFTA, il a obtenu 7 récompenses, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Ces prix ne signifient pas que la guerre a été parfaitement reconstituée dans chaque détail, ni que toutes les libertés prises avec le roman doivent être acceptées sans débat. Ils montrent plutôt que le travail collectif du film, interprétation, images, décors, sons et musique, a réussi à imposer une expérience cohérente. À l'Ouest, rien de nouveau ne demande pas au spectateur d'admirer Paul. Il lui demande de regarder ce qu'une institution peut faire d'un garçon ordinaire. Paul ne possède aucun pouvoir exceptionnel. Il n'est ni plus courageux ni plus important que les milliers d'autres recrues. C'est justement ce qui rend sa disparition insupportable. Son nom aurait pu être Heinrich Gerber. Il aurait pu être celui du Français dans le cratère. Il aurait pu appartenir à l'une des recrues mortes après avoir retiré son masque trop tôt. Le film change les visages, les uniformes et les langues, mais il revient toujours au même corps humain placé devant une machine qui exige davantage. Lorsque le silence tombe, le monde peut enfin annoncer que le front est calme. Pour Paul, Kat, Franz, Albert, Ludwig et Tjaden, cette information arrive après la seule chose qui comptait encore. Ils ne sont plus là pour l'entendre. Il reste pourtant une question que la fin du film ne referme pas. Que devient une société après avoir transformé toute une génération en matériel de guerre? Le silence de 11 heures arrête les fusils, mais il ne rend pas aux survivants les années perdues. Il ne retire pas la boue de leur mémoire, ne répare pas les corps et ne restaure pas automatiquement leur confiance dans les adultes qui les ont envoyés au front. C'est pour cette raison que le véritable sujet d'Al West, rien de nouveau dépasse la mort de Paul. Son parcours représente une destruction collective. Les garçons quittent l'école persuadés que la guerre leur permettra d'entrer dans l'âge adulte. Elle les empêche au contraire de construire cet âge adulte. Ludwig, Franz, Albert et Paul n'auront ni métier, ni famille, ni vieillesse. Tjaden et Kat possédaient davantage d'expérience, mais la guerre réduit également leur avenir jusqu'à le faire disparaître. Même ceux qui survivent ne reviennent pas simplement à leur point de départ. Les réflexes appris dans les tranchées ne s'éteignent pas avec les canons. Un bruit sec peut continuer à ressembler à un tir. Une pièce fermée peut rappeler un abri sur le point de s'effondrer. Un repas abondant peut réveiller la mémoire de la faim. Le film n'a pas besoin de montrer l'après-guerre pour nous faire comprendre que le front accompagnera les survivants jusque chez eux. Cette conséquence donne un sens particulier au choix de raconter l'histoire depuis le côté allemand. Le film ne cherche pas à présenter l'Allemagne impériale comme une victime innocente, ni à effacer l'invasion de la France.
Il place simplement la caméra auprès de jeunes soldats qui ne contrôlent ni les objectifs politiques ni les décisions stratégiques. Leur uniforme indique leur camp, il ne supprime pas leur humanité. La scène du cratère concentre cette idée. Tant que Paul et le soldat français sont séparés par la distance, chacun peut imaginer l'autre comme une menace abstraite. Une fois enfermé dans le même trou, cette abstraction devient impossible. Paul découvre un visage, un souffle et des objets personnels. L'ennemi cesse alors d'être une catégorie militaire. Il devient un homme précis dont l'existence ne peut plus être réduite à la couleur d'un uniforme. Le film refuse ainsi la solution confortable qui consisterait à attribuer toute la cruauté à un seul camp. Les soldats français peuvent commettre des actes terribles, comme lors de la mort d'Albert. Les soldats allemands attaquent une position quelques minutes avant l'armistice. Dans les deux cas, la violence ne prouve pas qu'un peuple serait naturellement monstrueux. Elle montre ce que des hommes peuvent accomplir lorsqu'une institution transforme l'obéissance en condition de survie. Cette perspective explique aussi l'importance de la honte et du deuil dans l'approche d'Edward Berger. Une adaptation allemande ne peut pas employer exactement le même regard qu'un film construit autour du triomphe militaire. Il n'existe ici aucune victoire nationale à célébrer, aucune bataille dont le résultat viendrait compenser les morts. La mise en scène retire volontairement au combat sa récompense habituelle. Même lorsque l'action impressionne, elle ne produit pas une satisfaction durable. La progression des chars est spectaculaire, mais elle écrase les hommes. Les lance-flammes créent une image puissante, mais cette puissance provoque le dégoût plutôt que l'admiration. L'assaut final possède une énergie physique intense. Pourtant, le spectateur sait que chaque mètre conquis sera inutile. Le spectacle se retourne constamment contre lui-même. C'est l'un des défis de tout grand film contre la guerre. Le cinéma possède des images, du son, du mouvement et des moyens capables de rendre une bataille fascinante. Plus la mise en scène est réussie, plus elle risque de donner à la violence une grandeur qu'elle prétend condamner. À l'Ouest, rien de nouveau contourne ce piège en attachant chaque moment impressionnant à une conséquence humaine. Le char n'est pas seulement une machine visuellement imposante, il passe sur un soldat incapable de s'échapper. Le lance-flamme n'est pas une arme nouvelle destinée à varier l'action. Il détruit Albert alors qu'il essaye de se rendre. Le combat dans le cratère n'est pas un duel tendu entre deux adversaires de valeur égale. Il devient une longue agonie qui oblige Paul à regarder ce qu'il vient de faire. La mise en scène ne nous interdit pas de ressentir l'intensité. Elle refuse seulement de nous laisser oublier le prix de cette intensité. Le travail sur les costumes prolonge cette logique matérielle. Les uniformes existent dans différents états d'usure, de saleté et de destruction. Un vêtement peut paraître neuf lors de l'enrôlement, puis se couvrir de boue, de sang et de déchirures. Cette évolution accompagne le corps de Paul, mais elle rappelle également que l'armée possède une procédure pour récupérer, nettoyer et redistribuer ce qui peut encore servir. L'ouverture devient alors plus qu'un présage narratif. Elle expose une chaîne de production inversée. Dans une usine ordinaire, des matières sont assemblées pour fabriquer un objet neuf. Ici, les morts sont dépouillés afin de préparer l'arrivée des vivants, qui deviendront à leur tour des morts. Le système ne fabrique pas des soldats pour gagner la guerre, il fabrique un cycle capable de continuer malgré leur disparition. Le son donne à ce cycle une présence presque physique. Le motif musical lourd ne décrit pas les émotions intimes de Paul comme le ferait une mélodie sentimentale. Il ressemble à une force extérieure, froide et répétitive. Lorsqu'il revient, il ne demande pas ce que ressent le personnage. Il annonce que la machine se remet en mouvement. Cette répétition explique pourquoi les rares silences comptent autant. Après une explosion, le silence peut signifier que Paul est temporairement sourd. Avant un assaut, il devient l'espace dans lequel les soldats anticipent ce qui arrive. À 11 heures, il prend enfin la forme d'un ordre collectif. Mais même ce dernier silence reste contaminé par les gémissements et les corps qui ne peuvent pas être sauvés. La nature participe au même contraste. Les forêts, la brume et les champs existaient avant les armées et continueront après elles. La guerre paraît immense du point de vue des hommes. Mais le paysage ne reconnaît aucune frontière morale entre les camps. Il accueille le sang français et allemand dans la même terre.
Les uniformes finissent par prendre la couleur de cette boue commune. Le renard et ses petits aperçus au commencement renforcent discrètement cette perspective. L'animal protège sa portée dans un terrier pendant que les humains envoient leurs enfants vers les tranchées. La nature peut être dure, mais elle ne prononce pas de discours pour convaincre ses petits que leur mort sera glorieuse. Ce sont les sociétés humaines qui construisent des mots assez beaux pour masquer ce qu'elles demandent aux jeunes. Voilà pourquoi la propagande du début est indispensable. Sans elle, Paul pourrait apparaître comme un garçon naïf ayant pris une mauvaise décision individuelle. Avec elle, son engagement devient le résultat d'une pression organisée. L'école, l'autorité et le groupe produisent ensemble un environnement dans lequel refuser paraît plus honteux que risquer de mourir. L'homme qui parle aux élèves n'a probablement jamais connu le front de la manière dont Paul le connaîtra. Pourtant, sa distance ne l'empêche pas d'employer des mots absolus. Il offre aux garçons une histoire simple. Partir prouvera leur courage, combattre donnera un sens à leur jeunesse, revenir fera d'eux des hommes. Aucun espace n'est laissé au doute, à la peur ou à la possibilité que la guerre elle-même soit une faute. Après le premier bombardement, ce vocabulaire disparaît presque entièrement. Les soldats ne parlent plus d'honneur parce que ce mot ne les aide pas à trouver de la nourriture. Ils ne parlent plus de destinée parce qu'un obus choisit ses victimes sans connaître leur qualité. Le front détruit la propagande non par une argumentation intellectuelle, mais par le contact direct avec la matière. La faim, le froid et la peur ne peuvent pas être vaincus par un slogan. C'est aussi ce qui rend le roman de Remarque et ses adaptations si difficiles à neutraliser politiquement. Leur accusation ne dépend pas d'une théorie complexe. Elle part des corps, de la fatigue et de la disparition d'une génération. À une époque où le nationalisme allemand cherchait à glorifier le sacrifice et à effacer l'idée de défaite, cette représentation antimilitariste fut perçue comme une menace. Le destin historique de l'œuvre ajoute donc une couche au film de 2022. Reprendre ce récit en allemand, avec des acteurs germanophones et depuis une mémoire allemande marquée par la culpabilité, ne consiste pas uniquement à proposer une nouvelle version technique. C'est réaffirmer qu'un pays doit être capable de regarder ses propres mythes militaires sans les protéger. Cette démarche ne rend pas le film confortable. Elle ne devrait pas le rendre confortable. Son objectif n'est pas d'offrir une leçon que l'on approuve rapidement avant de passer à autre chose. Il cherche plutôt à laisser des images qui résistent. L'étiquette arrachée de l'uniforme, les mains de Paul essayant de sauver l'homme qu'elles viennent de frapper, Kat immobile sur son dos, et l'aiguille d'une horloge séparant le meurtre autorisé du silence officiel. Après le générique, la question n'est donc pas seulement de savoir pourquoi Paul est mort. Nous connaissons la réponse immédiate, l'orgueil d'un général, l'obéissance militaire et quelques secondes manquantes. La question plus inquiétante consiste à comprendre combien de personnes doivent participer pour qu'une mort aussi inutile devienne possible. Il faut celui qui transforme la guerre en idéal, celui qui signe l'ordre, celui qui le transmet, celui qui punit le refus, celui qui attaque parce qu'il a peur d'être exécuté, et de l'autre côté, celui qui frappe Paul parce qu'il veut lui aussi rester vivant jusqu'à 11 heures. Aucun de ces gestes isolés ne contient toute la guerre. Ensemble, ils forment la machine. Le film se termine, mais cette mécanique n'appartient pas uniquement à 1918. Elle peut réapparaître chaque fois qu'une société remplace les visages par des catégories, transforme le doute en trahison et présente la mort des jeunes comme une preuve de grandeur. C'est là que l'histoire de Paul conserve sa force. À l'Ouest, le rapport peut annoncer qu'il n'y a rien de nouveau. Pour celui qui regarde vraiment les corps cachés sous cette phrase, tout devrait pourtant rester impossible à accepter.